Mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous au 0800 26 300 300. Mesdames, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ces 2 heures à passer ensemble. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, vous le savez, vous pouvez prendre la parole. Parlons vrai sur Sud Radio. Gilles Gansman, bonjour Gilles. Bonjour. Le zapping Bonjour, dans Christine. un instant. Mais... Félix Mathieu, bonjour. Bonjour Christine, bonjour Gilles. C'est quoi le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est les chauffeurs Uber qui, selon l'URSSAF, seraient des salariés du salariat déguisé. Alors évidemment, Uber n'est pas du même avis. Ils refusent la grosse somme réclamée par l'URSSAF. C'est l'organisme des cotisations sociales. On va voir ça parce que l'URSSAF pourrait récupérer ainsi 1,7 milliard d'euros quand même. Ça commence à faire. Charges sociales qui n'auraient pas été versées par Uber. On en parlera avec notre invité dans un instant, Brahim Ben Ali. Dans les débats tout à l'heure à partir de 10h30. Faire des bébés, est-ce que c'est seulement une question d'argent ? Apparemment oui, selon une mission de rapport parlementaire qui a été publiée aujourd'hui. Ces parlementaires qui proposent un prêt à taux zéro pour acheter un appartement plus grand, 250 € par mois pendant 20 ans, sans condition de ressources, et d'autres mesures également, des aides de la part des entreprises. C'est le réarmement démographique dont on parle. Vous viendrez évidemment nous en parler aussi au 0800 26 300 300, et on entendra également sans doute le papa le plus vieux de France qu'on a eu ce matin dans le Grand Matin, un papa de 91 ans. Notre ministre des Affaires étrangères est très en colère ce matin, il est même indigné. C'est la suite de la déflagration des dossiers de révélation de l'affaire Epstein. Nouvel épisode avec ce diplomate français qui, mis en cause dans le dossier, son nom apparaît plus d'une centaine de fois et depuis plusieurs années. Que savait-il ? Qu'a-t-il fait exactement ? Apparemment, il semble urgent d'ouvrir une enquête sur tout ce volet français de cette affaire tentaculaire. Félix Mathieu, c'est quoi le problème donc ces chauffeurs Uber ? Alors est-ce que ce sont eux qui ont demandé à être qualifiés en CDI ou pas ? On va poser la question à notre invité. En tous les cas, l'URSSAF, en gros, les comptes publics, demandent des comptes à Uber. Oui, avec cette accusation de salariat dissimulé quelque part. Le service de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF Île-de-France, s'appuie sur la situation de 71 000 chauffeurs Uber. En fait, ceux qui ont exercé entre les années 2019 et 2022. L'URSSAF, donc l'organisme qui collecte les cotisations sociales, notamment pour la sécurité sociale. Bref, résultat de cette note de l'URSSAF Île-de-France, 142 pages quand même, donc c'est détaillé. Ça a été révélé par la revue 21. L'URSSAF estime qu'Uber, je cite, a maquillé sciemment une relation salariale pour échapper à ses obligations d'employeur. Alors, selon cette note, le lien de subordination, il se caractérise par un ensemble de critères. Elle en note 3 qu'elle considère comme étant remplis dans le cas d'un chauffeur Uber. Pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercés par la plateforme. Elle en déduit que ce sont bien des salariés. L'organisme de collecte des cotisations, donc de la sécurité sociale, a d'abord proposé il y a plus d'un an à Uber une révision du calcul de ses cotisations sociales. Ça, c'était en décembre 2024. Action donc fermement contestée par la plateforme qui a même refusé de provisionner la somme réclamée sur ses comptes. Parce qu'il faut juste préciser que les chauffeurs Uber sont sous le statut d'auto-entrepreneur à la demande d'Uber. Oui, effectivement, c'est des indépendants, mais de la fausse indépendance en fait, dit l'URSSAF. Voilà, exactement. C'est de la sous-traitance, si on comprend bien. Alors que dit Uber ? Uber, bien évidemment, a contre-attaqué et s'appuie sur une décision, en tous les cas des avis de la Cour de cassation. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs décisions en apparence contradictoires de la part de la Cour de cassation. Il y a 6 ans, en 2020, la Cour de cassation avait considéré que cette indépendance, justement, que vous évoquiez, Gilles, que c'était une indépendance fictive. Donc, elle avait requalifié, après coup, de salarié un chauffeur Uber. Mais dans 2 décisions plus récentes, l'année dernière, la Cour de cassation a refusé, dans d'autres cas, de requalifier des chauffeurs comme étant salariés. Bon, ça ressemble de loin à un revirement de jurisprudence. Ça peut être aussi des cas qui sont un peu différents. Oui, parce qu'ils sont libres de leur horaire, en fait. Voilà, ça peut dépendre des cas particuliers. Va nous expliquer certainement notre invité dans un instant. Mais en tout cas, juste pour vous expliquer à l'heure actuelle où on en est. Donc, l'URSSAF qui réclame 1,2 milliard à Uber, avec en plus 500 millions de majoration de redressement. Ça ferait donc 1,7 milliard. Au-delà de la somme, c'est quand même, et c'est ça aussi qu'il faut dire, le modèle économique de la plateforme qui pourrait être remis en cause. Imaginez s'il fallait
d'un seul coup considérer 77 000 chauffeurs de VTC en France comme étant des salariés du jour au lendemain. Ça pourrait quand même sacrément changer la donne. Alors en tous les cas, c'est pas nouveau chez Uber. En tous les cas, sur les plateformes, puisque les livreurs de repas aussi avaient tenté, en tous les cas, plusieurs syndicats français avaient tenté ou ont tenté de requalifier ceux qui nous livrent nos repas pour ceux qui l'utilisent en salariés, puisqu'il y a un lien de subordination qui est avéré. C'est en tous les cas ce que dit la législation française. On va voir du côté des chauffeurs et de leurs représentants ce qu'ils en pensent. Brahim Ben Ali, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour nous éclairer sur ce sujet de la vie quotidienne, de la vie courante. Alors, cette réclamation, en tous les cas, ce combat de l'URSSAF d'Île-de-France et cette requalification en quelque sorte en salariat des chauffeurs Uber, comment comprendre ce qui est en train de se passer, Brahim Ben Ali? Vous êtes représentant syndicaliste. Vous êtes secrétaire général FO VTC. Voilà, précisons bien. C'est ça, merci. Alors du coup, pour revenir un peu dans le contexte, à l'époque, l'URSSAF n'avait pas pu contrôler la société Uber. Il fallait qu'on aille devant le tribunal administratif. On a eu une passe d'armes avec Olivier Dussopt qui s'était opposé en disant que l'inspection du travail n'avait pas compétence. On a obtenu une décision donc devant le tribunal d'appel en disant clairement que l'URSSAF, enfin les services de contrôle avaient compétence de contrôler Uber. Et c'est suite à tout ça qu'ils ont pu aller contrôler la société Uber. Donc après, on n'a pas eu de nouvelles. Et là, d'un coup, on a eu les révélations comme quoi l'URSSAF réclamait 1,7 milliard donc auprès de la société Uber. Donc après, ce qui s'est passé, il faut savoir que depuis des années, on se bat. Vous avez vu qu'il y a eu des arrêts de la Cour de cassation en notre faveur. Dernièrement, 2 arrêts sont tombés le 9 juillet disant le contraire. Alors ce sont des cas d'espèces isolés. Ça veut dire que ces cas-là, on considère que on ne peut pas les requalifier parce que les éléments ne sont pas nécessaires pour prouver qu'il y a eu un pouvoir de contrôle, sanction et de direction. Ce sont des cas uniques en fait. Ce que vous dites, Brahim Ben Ali, ce sont des chauffeurs individuellement dans leur coin, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. Après, il faut savoir que dernièrement, notre cabinet devait passer aussi devant la Cour de cassation. Uber a voulu transiger parce qu'ils avaient peur donc d'avoir des arrêts en leur défaveur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une saga judiciaire. Bien au contraire, nous avons constitué encore une armada. Mais ce n'est que le début. Aujourd'hui, on a quand même 2000 dossiers de chauffeurs qui se sont constitués contre la plateforme Uber. Bien évidemment que s'il y a un procès au tribunal administratif, correctionnel, ça sera une aubaine pour nous parce que si Uber est condamné pour des faits de travail dissimulé, la question ne se posera plus devant la Cour de cassation. Donc ce que dit aujourd'hui l'URSSAF, autrement dit, et se réfère au droit du travail, c'est qu'il y a un lien direct d'honneur d'ordre quelque part entre Uber et ses chauffeurs et ses plateformes. C'est dans la description. Et que du coup les charges sociales ne sont pas versées comme elles le seraient pour n'importe quelle société normalement constituée des charges sociales et fiscales. Gilles Gansman. Alors moi j'aimerais bien que les chauffeurs d'Uber nous appellent au standard pour qu'ils témoignent. Alors, moi, je prends souvent Uber ou Bolt en région parisienne. Et j'ai discuté avec plusieurs chauffeurs. Eux, le statut d'être salarié n'est pas un statut qui les intéresse vraiment. C'est-à-dire que ce statut d'auto-entrepreneur est aussi parfois pour eux un avantage. En tout ça, pas tous. Pour ceux que avec qui j'ai parlé, vous chez FO, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que d'un seul coup être salarié d'Uber, parce que Uber peut vous dire, ben voilà, on vous donne 2500 € par mois ou 3000 € par mois, est-ce que vous y retrouveriez? Donc clairement, on va répondre à cette question. Ce qu'on a dit depuis des années, c'est que celui qui va être salarié, qu'il soit salarié, et celui qui va être indépendant, qu'il soit indépendant. On demande à la plateforme de respecter les règles. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer des chauffeurs indépendants si derrière il y a un pouvoir de sanction, de contrôle et de direction. Cette plateforme aujourd'hui laisse le champ libre à rien. C'est-à-dire les chauffeurs ne décident de rien. Et on le voit quand on nous dit oui, mais comment vous pouvez le prouver? On le prouve avec les données des chauffeurs. Quand on fait la récupération des éléments. Tout est tracé et donc on voit clairement que la relation est biaisée. Donc il y a un moment, si il n'y a pas cette liberté de pouvoir entreprendre, je suis désolé, la question se pose. Attendez, parce que j'ai une question par rapport à ça. Et, alors vous parlez, Gilles, des chauffeurs Uber qui peuvent nous appeler, mais les sociétés de taxi classiques qui, elles, ne sont pas du coup soumises aux mêmes règles que Uber qui domine un marché qui est colossal. On est d'accord, Brahim Ben Ali?
Bien sûr, et en plus de ça, maintenant, Uber a introduit les taxis dans leur plateforme, donc ça remet en question leur modèle aussi, parce qu'à un moment, elles disaient qu'elles faisaient que du VTC. Maintenant, elles amènent les taxis dans cette plateforme, ça nous met donc en concurrence avec les taxis et avec moins de courses, parce qu'il faut savoir que les courses qui s'étaient distribuées au VTC sont redistribuées aux taxis. Donc en fait, ce modèle-là, chez la plateforme Uber, on comprend plus rien avec eux. Vous voyez, vous comprenez qu'à un moment, il faut qu'on soit très clair. Soit on est une plateforme de VTC, soit on est une plateforme du coup qui fait du multitransport. Félix, parce que historiquement, le développement d'Uber s'est fait aussi sur le fait de proposer des courses à moindre coût par rapport aux taxis qui existaient déjà. Imaginons si on considérait demain les 77 000 chauffeurs de VTC de ce pays comme des salariés, ça changerait radicalement le modèle économique de ces plateformes. Est-ce que même ça ne remettrait pas en cause leur présence en France ? Bien sûr. En même temps, Uber n'a pas intérêt à ce que les chauffeurs soient salariés. Donc il faut voir que le taux d'imposition en France est assez élevé, ça ne les intéresse pas du tout. Nous aujourd'hui, on a un modèle salarial protecteur et donc c'est pas du tout dans l'ADN d'Uber de pouvoir justement octroyer des droits. Alors moi, ce que me racontaient aussi les chauffeurs Uber, et alors ça par contre, certains chauffeurs, on va pas tous les mettre dans le même... c'est pas un sondage, c'est une expérience propre. Et ça, j'imaginais pas le pourcentage que peut prendre Uber sur une course peut aller parfois jusqu'à 50%. C'est ça, sur certaines courses, il faut savoir que là, encore une fois, on nage dans l'inconnu avec la plateforme qui nous dit oui, mais c'est de 3 à 45%. Encore une fois, quand on fait de l'acquisition des données, on se rend compte que la plateforme a augmenté sa commission en moyenne de 33%. Voilà, ça c'est la vraie commission actuelle de la plateforme Uber. Uber a maquillé sa commission en disant non, c'est une commission variable de 3% à 45%, voire 50% dans certains cas. C'est totalement faux. On a pu calculer avec les chauffeurs qui ont accepté justement qu'on puisse le faire avec leurs données personnelles. Et en moyenne, pour éviter que les chauffeurs soient choqués, c'est mieux de dire de 3 à 45 que de dire 33%. Oui, c'est ça qui est ça fait beaucoup. C'est surtout les caisses de l'État aujourd'hui qui, en tous les cas, les comptes sociaux qui ont besoin de récupérer ce que considère l'URSSAF. Alors c'est un gros dossier. En général, les entreprises n'aiment pas ils vont le reverser aux chauffeurs ou pas ce sont les prestations sociales et ça c'est un vrai dossier. Pour l'instant, c'est en discussion, c'est ce que réclame et Uber donc fait bien sûr et conteste la décision. Donc pour l'instant, il n'y a pas de versement d'1,7 milliard d'euros de la part d'Uber, mais tout ça, on va en parler dans un instant sur Sud Radio avec notre invité et vous également. Vous êtes chauffeur de taxi, vous êtes chauffeur de VTC, vous êtes salarié indépendant, vous aimeriez être salarié, venez nous raconter, ou utilisateur comme ici autour de cette table. C'est le cas de Gilles Gansman qui est un gros utilisateur de Uber. Vous nous appelez 0826 300 300. On vous attend avec grand plaisir sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Dans un instant, on va ouvrir les débats autour de la natalité, mais également de l'affaire Epstein, avec cette révélation concernant un diplomate français. Mais pour l'instant, on s'intéresse à cette amende record qui a été infligée à Uber, 1,7 milliard d'euros par l'URSSAF, qui réclame tout simplement les cotisations sociales. Il considère que les chauffeurs Uber sont des salariés et non pas des travailleurs indépendants. Alors, on est avec toujours notre invité, Brahim Ben Ali, secrétaire général de FO VTC, qui est à l'origine, on est bien d'accord, Brahim, de ce combat autour du statut des chauffeurs Uber. Une petite question avant d'aller au 0826 300 300. Cette amende record, ça va faire réfléchir Uber. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement le géant de la tech décide d'abandonner le territoire français ou de passer à autre chose ? Tant mieux, on récupérera notre souveraineté numérique. La France peut se doter d'une plateforme et faire mieux qu'Uber. Voilà. Mais le danger, c'est pas les voitures qui arrivent d'ailleurs à Londres depuis janvier pour des tests. Les voitures sans chauffeur, qui est le vrai ennemi aussi des taxis et des chauffeurs Uber. Ces fameuses voitures autonomes qu'on voit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'on voit aux États-Unis. Le temps qu'elles arrivent dans le paysage français, bon courage, ça va pas se faire d'ici demain. Maintenant, nous, on peut se doter justement de plateformes d'intermédiation beaucoup plus performantes qu'Uber et beaucoup plus sécurisées qu'Uber. Y a rien qui nous empêche de faire mieux. Voilà. Oui. Maintenant, si je le redis, Uber veut partir, bon courage à eux, qui respectent la loi. C'est un état de droit ici.
Qui respectent la loi. On le dit à nos chauffeurs qui nous écoutent, on sait qu'il y a beaucoup de taxis qui nous écoutent à Paris, mais ailleurs aussi en province, parce que tous les modèles sont possibles. Vous, ce que vous dites, c'est que vous voulez laisser le choix à tous les chauffeurs d'avoir le statut qu'ils veulent. C'est bien ça, AFO? Bien sûr, c'est à eux de choisir. S'ils veulent être salariés, qu'ils soient salariés. S'ils veulent être indépendants, qu'ils soient indépendants. Ça, la question, c'est aux chauffeurs de répondre à cette question-là, pas aux syndicalistes. Ouais. La réponse de Uber, c'est de dire il y a un flou juridique. Expliquez-nous. Un flou juridique, alors il faudra juste m'expliquer comment ça se fait qu'il y a aujourd'hui autant de chauffeurs qui saisissent les tribunaux s'il y a un flou. Il n'y a pas de flou du tout. Aujourd'hui, nous, on a les éléments factuels, des preuves qui prouvent qu'aujourd'hui, la relation est totalement biaisée. Donc, c'est pas parce qu'ils ont eu 2 arrêts de la Cour de cassation à leur faveur que ça remet en question tout le modèle. Non, faux. Aujourd'hui, depuis des années, on a eu aussi des arrêts en notre faveur. C'est pas pour autant que les tribunaux disaient vous allez être qualifiés. Ouais, Voilà. Félix Il y a Maillet. eu de la résistance aussi de ce côté-là. Ouais. Et c'est quoi la différence concrète entre les cas dans lesquels ces chauffeurs ont été requalifiés en salariés et ceux pour lesquels les juges le refusent? Qu'est-ce qui concrètement distingue ces cas différents? C'est les preuves. C'est juste une question de preuve. Nous, on a toujours utilisé. Est-ce que le fonctionnement du beurre, c'est le même pour tous, pourtant? Ouais, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Il faut amener des éléments factuels. Vous pouvez pas supposer devant un juge que votre relation est biaisée. Il faut amener des éléments factuels. Et nous, on ramène des preuves. Ces preuves-là, on les récupère grâce aux données qu'on va les récupérer chez la plateforme Uber. Vous voyez, en tout cas, chez nous, ça se passe comme ça pour les dossiers de requalification. Donc ça veut dire que la numérisation, finalement, joue contre le camp de Uber. Tout est tracé, finalement. Bien sûr. C'est pour ça qu'Uber fait de la résistance quand on demande les données personnelles. Il a fallu une décision de la CNIL. Je rappelle qu'Uber a été condamné à 10 millions d'euros et à 290 millions d'euros de notre côté pour non-respect du RGPD parce que Uber faisait de la résistance et encore même maintenant, sur les données de géolocalisation qui nous permettent de prouver le pouvoir d'orientation, Uber fait encore de la résistance. Donc voilà. Ce que vous dites, Brahim Ben Ali, finalement, c'est ce dont on parle dans d'autres secteurs de l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire que les règles soient les mêmes pour tout le monde sur le même terrain de jeu. Bien sûr, si aujourd'hui Uber est dans la tourmente, les autres modèles seront aussi dans la tourmente. Donc on vise pas que Uber. En fait, on tire la sonnette d'alarme en disant regardez, si vous ne respectez pas les règles, vous risquez les mêmes problèmes qu'Uber. Voilà. Quand vous dites vous visez pas que Uber, c'est-à-dire? Il y a Bolt. Il y a d'autres plateformes, il y a Bolt il y a d'autres plateformes. Il y a Bolt. Il y a Bolt, on n'en parle pas, mais Bolt a une politique bien pire qu'Uber. Ah oui, Bolt, c'est terrible. Ah oui, Bolt, il gagne 3 francs 6. Et ces cotisations sociales qui sont réclamées à Uber, vous ne les payez pas de toute façon de votre poche, de toute façon en tant qu'auto-entrepreneur lorsque vous êtes réputé indépendant? Il paye l'URSSAF. Et alors, pourquoi du coup l'URSSAF demande en plus à Uber, si on parle de chauffeurs Uber qui ont payé en tant qu'auto-entrepreneur des cotisations propres? Très intéressant ce que vous dites. Alors nous, lorsqu'un chauffeur est requalifié, ce qui se passe, c'est qu'il demande justement le remboursement de ses cotisations. C'est-à-dire qu'il va réclamer non seulement donc les montants qui injustement payés, et la question qui va se poser, bien évidemment, c'est lorsqu'Uber va être condamné et lorsque l'URSSAF va récupérer ce montant, qu'est-ce qui va se passer pour les chauffeurs qui les ont payés injustement? Donc là, la question c'est la récupération de ces montants-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on et le reversement c'est aussi un enjeu pour l'État. C'est aussi un enjeu pour l'État. Qui est en train d'appauvrir les caisses de l'État? Oui, les cotisations retraite, les cotisations sociales, les cotisations chômage, tout ce qui va avec, puisque vous dites c'est un salariat déguisé, c'est-à-dire que le chauffeur s'autogère, est un auto-entrepreneur et gère toute sa partie financière. Sachez qu'il y a une société quand même faite par des Français qui s'appelle Comil et qui essaye de rentrer à travers ces Américains qui sont Bolt et Uber. Ah, vous en avez entendu parler? Je souris parce que c'est la même chose. Là. On a toujours les mêmes subtilités. On fait croire à une pseudo-indépendance. C'est toujours la même fable. Donc croyez-moi que... Mais c'est pas 10%, ils ne gagnent pas plus d'argent avec Comil? Écoutez, d'accord. Écoutez, encore une fois, ces modèles-là, c'est la même chose qu'Uber avec quelques subtilités en faisant croire que les chauffeurs vont être propriétaires. Nous, on a fait une coopérative. Ça a été très dur de s'implanter. Croyez-moi que s'implanter dans le paysage où il y a Uber, Bolt et j'en passe des géants, c'est très compliqué, surtout quand l'État aujourd'hui ne vous soutient pas financièrement, mais aussi ne vous met même pas en valeur. Les sociétés françaises aujourd'hui ne sont pas mises en valeur, clairement.
Brahim Ben Ali, je rappelle que vous êtes secrétaire général de FOVTC. Vous parlez de tentative de création d'une coopérative, c'est-à-dire que ça serait un modèle 100% français, si je comprends bien. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, pourquoi ces entrepreneurs ne pourraient pas être propriétaires de leur modèle ? On a proposé plusieurs solutions au gouvernement. On a dit, écoutez, soit on a donc un modèle créé par l'État français et on pourrait reverser des montants, 5 à 10%, ce qui pourrait enrichir les caisses de l'État. Donc une solution numérique 100% française. On nous a dit non, mais vous savez, on n'a pas la capacité. Enfin bref, ça m'a fait quand même doucement rire. Ensuite, on a créé donc un modèle alternatif, une coopérative. On nous a félicité. Finalement, on nous a mis que des bâtons dans les roues pour dire en fait finalement. Vous voyez que ça fonctionne pas. Il faut qu'il soit sous tutelle des Américains, comme d'habitude. Vous voyez, c'est toujours la même chose dans ce gouvernement. Brahim, bougez pas, restez avec nous. Nous avons 0826 300 300. On a Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Les chauffeurs Uber qui se rebellent finalement contre le système. Il était temps, parce que ça fait quand même déjà très longtemps que la situation elle est comme ça, et notre situation s'est nettement aggravée depuis la signature des derniers protocoles d'accords qui ont été signés avec des syndicats qui n'étaient même pas majoritaires, parce qu'on est dans une démocratie, et quand vous êtes élu avec même pas 7% des voix, 7% du nombre de chauffeurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est-ce que c'est une démocratie ou pas. Donc des accords qui nous ont tués clairement. Aujourd'hui on est à 1 euro du kilomètre. C'est moins cher que le litre d'essence, oui. Voilà, donc vous êtes perdant en fait. Pardon ? Vous êtes perdant en fait. On travaille à perte, et en France le travail à perte est illégal. Donc nous on travaille clairement à perte. C'est clairement quelque chose d'illégal et le gouvernement ne fait rien pour bouger. On a Brahim qui est là avec vous à l'antenne, qui a fait des centaines de rapports, et Bruno Le Maire qui avait promis d'ailleurs des promesses qui ne sont jamais arrivées. C'est des choses qui sont très compliquées. Ouais. On fait ce métier pourquoi, Bruno ? Parce que je comprends que vous êtes chauffeur à votre compte, un chauffeur Uber, mais vous le faites parce que c'était quelque chose qui vous permettait d'avoir un revenu par passion. Enfin, je ne sais pas. Moi, à la base, j'ai commencé ce métier-là parce que c'était un métier de passion. Moi, j'ai toujours travaillé dans le transport de personnes. À l'époque où je suis rentré, moi je suis rentré il y a très longtemps, donc quand je suis rentré dans le métier, je gagnais très bien ma vie, et j'ai vu la dégradation. Moi je suis là depuis un certain moment, et on est passé à des montants où, je vous donne un exemple, pour un Paris Trocadéro Charles de Gaulle, on était à 50-60 euros. Aujourd'hui, on est à 29 euros. Et de ce qui est dans votre poche, parce que Uber se sucre énormément. Passage, vous accepteriez d'être salarié ? Je ne cherche pas à être salarié. Moi, ce que je veux, c'est qu'on respecte la loi. À partir du moment où on est indépendant, on doit être libre de fixer notre tarification. On doit être libre de se constituer un portefeuille client. On doit être libre de fixer nos propres tarifs. On doit être libre mais les chauffeurs de taxi n'ont pas cette liberté-là. Vous comprenez ? Si, monsieur. Ils ne fixent pas leurs tarifs, c'est la préfecture qui fixe les tarifs. Oui, mais bon, il y a une discussion avec la préfecture qui fait que, comme dit monsieur, on ne peut pas faire 1 euro du kilomètre. Exactement. Nous, à partir du moment où nous, on n'a même pas le droit de discuter du tarification, parce que vous avez l'ARP aujourd'hui qui réunit les syndicats. Les syndicats, à partir du moment où ils ouvrent le sujet de la tarification, ils obtiennent un non catégorique de la part des plateformes numériques. Oui, tout à fait. Bon, Bruno, merci infiniment d'avoir participé et d'être intervenu pour raconter de l'intérieur cette évolution des statuts des chauffeurs Uber. Brahim Ben Ali, merci beaucoup, secrétaire général de FOVTC. On attend donc le versement du chèque, on est d'accord, de la part de Uber dans les caisses de l'URSSAF. Moi, je vous donne rendez-vous au tribunal avec 1000 plaignants qui se sont constitués du côté de chez nous. Voilà. Eh bien, on suivra ça, évidemment, sur Sud Radio. Merci à tous. Dans un instant, on va ouvrir les débats. On va s'intéresser au réarmement démographique et également l'affaire de Epstein avec la répercussion française. À tout de suite au 0826 300 300 aussi. Sud Radio, le